La charrue avant les bœufs, un podcast proposé par Édouard Saury et Olivier Boucher. Salut Olivier. Bonjour Édouard. Pour cette nouvelle émission aujourd'hui consacrée à l'élevage, on va se concentrer sur le premier acteur de la filière, le premier pilote de la production, le premier soignant des animaux, aussi le premier témoin des impasses de l'élevage ou de ses plus grandes réussites, bref, le premier concerné par le sujet, l'éleveur. On va braire pendant 1 heure et meugler ensemble, alors arrêtez tout, c'est le moment d'écouter. Je fais tout mon jardin sans produits chimiques aucun. Ils abandonneront un peu la monoculture d'aujourd'hui. L'agriculture en Europe, elle est essentiellement industrielle. Pétrole pour labourer, pétrole pour les produits chimiques. Bien-être animal, santé, enjeux environnementaux, l'élevage attire et provoque tous les sujets. Pourtant, dans l'équation, une inconnue persiste souvent, l'éleveur. Qui est-il? Que fait-il? Comment travaille-t-il? Avec qui? Quelles sont ses convictions, ses perceptions, ses envies? Au quotidien, quelles sont ses contraintes ou ses ressources? Le sujet est pourtant crucial et de première importance. Aujourd'hui, pour faire le point, on vous propose un regard dans les yeux des vaches, une escapade sur le terrain, un petit détour à la ferme. Et pour ça, on ne reçoit pas des intervenants puisque cette fois-ci, ce sont eux qui nous reçoivent. Et plus particulièrement, Robin Vergonjane. On est chez lui, il nous accueille. Un grand merci à toi, Robin. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter ? Oui, bonjour Olivier. Donc Robin Vergonjane, je suis éleveur depuis pas très longtemps, nouvellement installé depuis 3 ans et demi, 4 ans, ouais, en Isère, limite de la Savoie, entre Chambéry et Grenoble. Donc on a repris une ferme, aujourd'hui on fait de la charolaise, donc des vaches à viande et quelques truies naisseurs engraisseurs, donc en bio, et donc voilà. Et avant je suis ingénieur agricole de formation, et puis j'ai été journaliste pendant 5-6 ans aussi dans le domaine de l'élevage, où je faisais des articles, des reportages chez les éleveurs, et donc voilà, et à force de parler des autres, j'ai voulu un peu tester à mon tour ce que ça donnait d'élever des animaux, et donc je me suis installé. Donc maintenant c'est toi tu fais toi-même. Voilà. Donc tu es accompagné aujourd'hui chez toi de Émilie Ollion, donc qui nous a rejoint aujourd'hui pour cette émission. Donc Émilie, bonjour, est-ce que tu peux te présenter aussi ? Bonjour Olivier. Donc Émilie Ollion, je fais du conseil, de la formation et de la recherche sur l'accompagnement des éleveurs au changement de pratique vers tout ce qu'on peut appeler aujourd'hui agroécologie, le mot à la mode, mais on va dire grosso modo vers en tout cas un retour vers une cohérence entre l'élevage et son milieu, et puis l'élevage et son éleveur aussi, voilà. Mon parcours, j'ai pareil que Robin, une formation de base d'ingénieur agronome, un master en nutrition animale, une thèse en sciences animales, donc beaucoup de parcours académique. J'ai enseigné et fait de la recherche pendant 3 ans au sein de l'ISAR à Lyon, et donc depuis 2018, je suis installée à mon compte, et du coup je travaille sur des projets que ce soit pour des agriculteurs en direct, des collectifs d'agriculteurs, des entreprises qui travaillent avec des agriculteurs, et donc toujours sur la thématique de l'accompagnement au changement. D'accord, donc on te sollicite sur des projets pour venir accompagner. Exactement, ouais. Oui, on me sollicite, c'est ça. Très bien, eh bien merci à tous les deux d'être là aujourd'hui avec nous. Alors Robin, concrètement, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais tous les jours et à quoi ressemble ta ferme ? Donc la ferme, ce que je disais, donc on est nouvellement installé, donc avec une associée, Anne. Donc on se connaissait avant, on était dans la même promo d'école d'ingénieurs, et donc on avait tous les deux la volonté de s'installer de notre côté. Puis elle a trouvé cette ferme avec un couple d'agriculteurs qui partaient en retraite, et donc on a racheté la ferme.
Donc aujourd'hui, c'est 95 hectares, donc en zone de montagne, moyenne montagne, on va dire. Donc un parcellaire assez morcelé sur 6 communes, avec donc ce qui fait pas mal de zones différentes à gérer, pas mal de lots de vaches aussi à gérer. Et donc voilà, donc on a repris ce troupeau de vaches charolaises. Donc on a à peu près 35 mères, on va dire mères à veau, 35 vélages par an. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est qu'une vache charolaise ? Ça ressemble à quoi ? Donc la vache charolaise, c'est la vache française, race française, donc de Bourgogne, à viande, donc voilà, qui est la blanche. Voilà, la vache blanche, qui est une vache plutôt calme, qui a des bonnes performances de croissance, aussi à l'engraissement, et qui est une race voilà, qui est une des principales races à viande, avec la Limousine. Après, il y a d'autres, la blonde d'Aquitaine, l'Aubrac, la Salaire. Enfin bon. Et donc... Et à côté de ça, en reprenant la ferme, on a monté un petit élevage de truies, donc bio, plein air. Donc on fait naître des porcelets, donc on vend après à d'autres éleveurs qui engraissent en bio voilà. Et on garde à peu près 30-40 charcutiers par an qu'on vend en direct. Et donc la spécificité de cette ferme, parce qu'on n'a que 35 mères, donc en tout ça fait à peu près 90 animaux, avec toutes les génisses, les élèves, les petits veaux, c'est qu'on vend tout, quasiment tout, donc en viande, en vente directe, donc notamment par les réseaux des AMAP, donc les associations pour le maintien d'une agriculture paysanne, donc en fait, sous forme de paniers qui sont directement fournis donc on vend en colis de viande de 5 ou 10 kilos, donc dans les AMAP du Grésivaudan, de la Combe de Savoie, donc qui permet de pouvoir vivre à deux avec seulement moins de 40 vaches, quoi. Ouais. D'accord, donc, parce qu'aujourd'hui, une belle performance, 40 vaches pour deux. Ouais, aujourd'hui, vivre avec 15-20 vaches chacun et 6 truies, on est loin hors vente directe, c'est pas imaginable, quoi. Ouais. Parce que les tailles d'exploitation, Émilie, en moyenne, c'est plutôt quoi comme volume ? Ça représente quoi à peu près ? Est-ce que c'est quelque chose de rare, là ? Oui, on va dire que c'est pas ce qu'on pourrait parler de modèle dominant de l'élevage, c'est clairement pas ça. Aujourd'hui, si on prend l'exemple du charolais, donc dans le bassin d'origine, le berceau charolais, donc là où il y a le plus de vaches charolaises, on est plutôt à une centaine de vaches par personne, et avec une augmentation de la taille des structures. C'est-à-dire qu'il y a 15-20 ans de ça, on avait encore des éleveurs qui vivaient avec 50 vélages. Aujourd'hui, pour le même revenu, il en faut plutôt le double. Voilà. Et alors, le choix charolais, Émilie, Robin, ça vient d'où ? Pourquoi là, on ferait un choix charolais plutôt qu'une autre vache ? Alors nous, c'est peut-être pas la race que j'aurais choisie de prime abord, mais après, il se trouve qu'on a racheté la ferme et on a repris le troupeau existant, qui était un troupeau de qualité, qui était sélectionné en insémination artificielle depuis pas mal d'années, et c'est une race qui est un peu critiquée aujourd'hui dans le monde de l'élevage, parce que on dit qu'elle a des difficultés de vélage, et je trouve que c'est une race que j'ai appris progressivement à apprécier pour ses qualités, notamment de docilité, de calme, de production laitière aussi, et notamment via la sélection par l'insémination, on arrive à presque deux races différentes de charolais, entre le charolais, on va dire berceau, concours, très gros format, gros os. Donc qui dit gros, fort, beaucoup d'os, dit parfois un peu moins de rendement, et des vélages un petit peu plus difficiles. Pas toujours, mais et une version un peu plus qui se rapprocherait plus du physique de la Limousine, qui a sans doute un peu des meilleures capacités de vélage aussi, et aujourd'hui c'est relativement rare que j'ai à tirer les veaux, quoi, à la naissance. Ouais. C'est-à-dire que les vélages se font facilement, quoi. Ouais. Parce que pas tous, hein, mais ce serait quoi les difficultés qu'on pourrait rencontrer pendant des vélages ?
Et bah, c'est que le veau soit trop gros et que le bassin de la vache soit un peu petit pour passer. Après, peut y avoir une multitude d'incidents du village, un veau qui est mal placé, qui vient par l'arrière, par le siège. Enfin voilà. Mais globalement, je trouve que ça vèle plutôt mieux que les a priori qu'on pourrait avoir sur la race. Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, l'exploitation de Robin, quand je disais qu'elle n'était pas dans le modèle dominant, c'est qu'aussi c'est une exploitation qui engraisse ses animaux. Aujourd'hui, en France, les élevages allaitants exportent beaucoup. En fait, leur veau, qu'on appelle du broutard, en fait, c'est un veau qui a 9, 10 mois, 11 mois. Et au moment du sevrage, c'est-à-dire quand il est séparé de la mère, souvent, il est vendu et exporté pour être engraissé. Donc, on va dire dans la zone ici, principalement, c'est l'Italie. Et donc, en fait, l'intérêt de l'éleveur dans ces systèmes-là, c'est d'avoir des gros veaux parce ils sont payés au poids au moment de la vente en broutard. Alors que Robin, quand il parle du choix de race et que peut-être c'était pas la race qu'il aurait choisie, lui, il va aussi chercher des animaux qui seront capables de grandir avec les ressources qu'il a sur l'exploitation et qui sont un petit peu différents de celles de la plaine du Pô en Italie, qui est beaucoup de maïs. Donc chez toi, c'est plutôt de l'herbe. Oui, nous, on est un système, une fois qu'on lâche les vaches, elles sont à l'herbe, elles n'ont pas de nourrisseur, donc ça veut dire qu'on ne complète pas les veaux au champ une fois qu'ils sont dehors. Donc il faut que ça... Donc compléter, ça veut dire apporter de l'alimentation en plus. Et des granulés, quoi, des céréales. Donc nous, on complète pas les mâles, ni les femelles. Et la spécificité de la viande en France, c'est qu'en fait, nous, les Français, on mange que des femelles, quasiment, quoi. Donc en fait, quand vous allez chez le boucher, vous n'avez pas de la viande de bœuf, vous avez de la viande de vache ou de génisse. Et tous les mâles partent, comme ce que disait Émilie, à l'engraissement parce que c'est un autre type de viande, c'est une viande qui est moins rouge, qui est moins goûtue et qui sert à faire des préparations, des salaisons, du haché, qui part dans la bolognaise, voilà, ou qui est aussi demandeuse dans les pays du Maghreb ou du pourtour méditerranéen. Donc c'est pas la consommation de viande rouge saignante à la française et pas du tout représentative de ce qui peut se passer ailleurs même ailleurs en Europe ou ailleurs dans le tour du bassin méditerranéen. Ouais. Toi, Émilie, t'accompagnes des systèmes qui font le choix justement d'envoyer les broutards, comme tu disais, engraisser en Italie ou ailleurs d'ailleurs. Et du coup, qu'est-ce qui change dans ces systèmes ? Pourquoi on fait le choix de l'un plutôt que de l'autre ? Alors, c'est une tradition historique, en fait. Historiquement, en fait, la plaine du Pô était une plaine très fertile, où il était très facile de faire pousser du maïs. Et du coup, on a trouvé ce filon, ce débouché, et tout le monde attendait un peu dans la filière que ça se tarisse. Et en fait, ça ne s'est jamais tari. Et donc aujourd'hui, en France, on a une tradition de système naisseur, c'est-à-dire qu'on fait des veaux et qu'on ne finit pas. Et effectivement, ce que disait Robin, c'est que... on mange principalement de la femelle et donc c'est que les femelles qui sont tuées sur le territoire et donc on parle souvent d'exportation de la valeur ajoutée parce que c'est vrai que du coup en France on a des systèmes d'élevage bovins allaitants qui sont assez vertueux du point de vue de l'écologie parce que c'est quand même des gens qui valorisent des espaces principalement herbagés. On peut pas penser au Massif central par exemple, voilà, qui est une zone principalement herbagère où c'est difficile dans certains endroits de faire pousser de la céréale. Donc c'est des animaux et des systèmes d'élevage qui ont un intérêt dans ce territoire-là et qui du coup ont des pratiques qui valorisent ces milieux, qui les entretiennent, qui ont vraiment peu d'impact négatif sur l'environnement. Mais le problème, c'est qu'en termes de rémunération, ces systèmes-là dépendent en fait de cette filière-là, du prix. Et comme cette année, le prix du broutard s'est cassé la figure, pour plein de raisons, en partie liées au contexte sanitaire, et du coup, les éleveurs ne sont pas maîtres aussi de leurs revenus. Et donc, c'est un des enjeux et un des projets sur lesquels je travaille, notamment avec le pôle bio Massif central, un projet qui s'appelle Bio-Viande et qui est vraiment l'objectif, c'est de redévelopper des filières bio qui finissent les animaux sur le territoire du Massif central, c'est-à-dire avoir vraiment trouvé une organisation de filières qui permettent vraiment à l'éleveur de revaloriser sur son territoire l'animal et avec une consommation locale de la viande produite sur ces territoires-là.
On va revenir justement sur ces notions d'élevage à l'herbe ou au maïs, ou qu'est-ce que tout ça veut dire dans un territoire et comment les interactions justement que tu peux avoir toi, Robin, avec ton territoire. Mais avant ça, là, donc du coup, vous définissez déjà, quand on va appeler quelqu'un un éleveur, en fait, on a déjà des gens qui peuvent avoir des métiers différents, juste naisseur ou comme toi, naisseur-engraisseur, donc, où tu vas accompagner le développement du veau jusqu'à la vente totale. Déjà, dans ce monde-là de l'élevage et en tant qu'éleveur, qu'est-ce qui fait que tous les deux, vous avez choisi d'être éleveur ou d'accompagner des éleveurs? Pourquoi pas ça plutôt que la culture, des céréales ou autre chose? Pourquoi vous êtes dans l'élevage? Je commence. Alors, lance-toi. Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi je me lève le matin? Vraiment parce que depuis tout gamin, j'aime les animaux, quoi. Enfin, j'ai toujours aimé ça. J'ai grandi en région parisienne, mais bon, quand j'ai élevé des cochons d'Inde, des lapins, des poules. J'ai toujours aimé la sélection génétique, les systèmes de production. Voilà, j'aime les animaux utiles. Et donc voilà, ça me. Les animaux sauvages, non? Si, j'adore les animaux sauvages, mais disons que l'animal de compagnie inutile n'a moins d'intérêt que l'animal productif, on va dire. Mais peu importe. Donc voilà, moi j'ai toujours aimé ça, et c'est d'abord l'aspect animal qui m'a fait devenir éleveur, plus que les cultures ou plus que les tracteurs. Voilà. Après, c'est un ensemble de choses. Quand on choisit d'être éleveur et qu'on a horreur de la mécanique ou horreur des tracteurs, à un moment ça devient difficile quand même. Donc il faut s'y mettre, il faut apprendre. Et comment tu as passé le pas entre ta formation d'ingénieur agronome, ton travail de journaliste? Comment tu t'es dit, moi demain maintenant je vais avoir ma ferme? Je me suis dit qu'à un moment c'était peut-être maintenant ou jamais, que j'avais pas encore d'enfant, que j'étais encore suffisamment mobile, et que si je voulais le faire, je le ferais peut-être pas à 50 ans, quoi. Donc voilà, l'opportunité s'est trouvée. J'ai cherché des fermes sur annonce, etc. Puis on a des fermes à vendre, il y en a, quoi. Après, faut mettre un peu les mains dans le cambouis, et puis entre l'idée du projet et d'y être vraiment, il se passe du temps. Il faut pas mal de réunions, d'administratifs, de choses à faire, de rendez-vous avec les banques. C'est un parcours qui est long quand même. Ouais, si j'ai bien compris, Émilie pourrait corroborer ça. Puisque, donc Émilie, toi, pourquoi tu as choisi l'élevage et tu n'as jamais réfléchi à passer le pas aussi d'être dans ta ferme? Alors, pourquoi j'ai choisi l'élevage? Ma réponse, elle s'approche un petit peu de celle de Robin. C'est-à-dire que pour moi, dans les interactions que j'avais quand j'étais petite autour de chez moi, à part les vaches, il n'y avait pas grand monde. Je viens d'un tout petit village de Savoie où il y a 100 habitants. Et donc, mes voisines les plus proches étaient un troupeau de génisses. Donc, c'est vrai que... Voilà, spontanément, pour moi, la relation avec d'autres animaux que les hommes, c'était plus simple. Déjà parce que ça existait autour de chez moi. Et puis, même spontanément, j'avais plus facilement d'échanges avec les autres espèces animales que l'homme. Voilà. Et donc, en évoluant, j'ai gardé cette affinité, enfin, ce besoin même, c'est plus qu'une affinité. C'est un besoin pour moi d'être au contact d'autres espèces animales que l'humain. Et en grandissant, avec les études arrivant, se pose la question classique du « Ah, mais tu devrais faire veto, t'aimes bien les animaux ?» Bon, j'avoue que je regrette pas de pas avoir fait ce choix-là, même si à un moment la question s'est vraiment posée. Et donc, je suis partie plutôt sur des filières agronomiques avec l'envie vraiment de comprendre comment ça fonctionnait. C'est vraiment cette espèce de relation entre l'homme et les autres espèces dans une dimension productive qui me questionne et qui me taraude. Et le travail avec l'éleveur est venu, en fait, l'intérêt pour le métier d'éleveur est venu à travers l'intérêt pour l'animal, parce qu'on se rend compte... Quand on a envie que les choses se passent bien dans la relation entre espèces, hommes et autres animaux d'élevage, faut s'intéresser à l'homme, en fait. Et c'est vraiment ça qui m'a amenée aujourd'hui à me questionner autour de ce métier d'éleveur. Et oui, me questionner personnellement sur mes envies, peut-être un jour de passer le pas. Je confirme ce que dit Robin, quand on n'est pas né dans une ferme, on n'est pas né dans une ferme. Donc ça, c'est un fait. Aujourd'hui, oui, il y a des exploitations à vendre. On ne peut pas dire que tout soit forcément mis en œuvre pour faciliter le parcours à l'installation des gens qui ne sont pas nés dans la terre. Comme disait Marx, c'est pas la terre c'est pas nous qui héritons de la terre, c'est la terre qui hérite de nous. Donc ça se vérifie encore aujourd'hui, je peux vous le confirmer.
Et toi, Robin, en fait, le choix viande, tu l'as fait au moment de la reprise ou juste par opportunité ou... Parce qu'il y a aussi un autre type d'exploitation qui est plus sur un système laitier. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisageais ou pas trop? Au départ, oui, j'aurais bien été tenté par un système laitier. Après, je regrette pas du tout mon choix de la viande parce que je trouve que c'est un système plus souple. Enfin, il y a moins cette astreinte quotidienne de la traite où on y passe quand même 2 fois 1h30 par jour, peut-être un peu répétitif parfois aussi. Enfin, les éleveurs aiment traire et c'est là qu'on a le contact avec les animaux. Mais voilà, le métier en élevage allaitant est peut-être un peu plus diversifié, un peu plus plus diversifié, ouais, je pense. Enfin, moins routinier, on va dire. Ouais. Et tu cherchais déjà à avoir un élevage aussi porcin en même temps ou... Non, alors l'aspect porc plein air, c'est plutôt amené par mon associée Anne, qui elle voulait d'abord faire du porc avant plutôt que des vaches, quoi. Et il se trouve que la ferme qu'on a repris se prêtait vraiment aux vaches, c'était un système herbagé, et donc voilà, on s'est complété, on va dire. Ouais, l'alignement des planètes. Et du coup, tous les deux, dans vos métiers respectifs, comment vous intégrez ou comment vous subissez, vous ressentez tous ces discours qu'on va entendre là sur l'élevage, à la fois est-ce qu'il faut manger plus ou moins de viande, est-ce que ça fait du bien ou pas à la planète, comment on fait pour vivre dans un métier où tous les jours on sait que les gens pensent à ça, débattent de ça, ont des choses à dire là-dessus. Robin, quand tu vends ta viande, est-ce que tu as des retours? Émilie, quand tu vas chez les agriculteurs, est-ce qu'ils vont bien? Comment ces interactions-là, on arrive à les gérer? Tu vois, ta question était assez pertinente parce que tu me dis pourquoi du lait, enfin pourquoi de la viande et pas du lait. Et en fait, c'est sûr que aujourd'hui, quand on est jeune et se dire je vais élever des animaux pour les tuer, c'est pas très glamour, quoi. C'est pas super vendeur. Ouais, ça manque de paillettes. Ouais, alors que bon, faire du lait, faire du fromage, tout ça, ça fait plus sympa, quoi. Aujourd'hui, les jeunes qui veulent être agriculteurs, ils veulent être maraîchers en permaculture, quoi. Ils veulent pas élever des vaches pour les tuer, quoi. Donc c'est voilà, ça pose une vraie question de fond et qui est peut-être pas qui est pas dans l'air du temps de pourquoi la viande et ouais. Et donc après des attaques, on peut le percevoir comme des attaques ou comme des critiques constructives, quoi. Tout ça dépend du point de vue, mais c'est sûr qu'elles sont lancinantes, quoi. Bon, c'est tous les jours on en entend parler. Un coup c'est Nagui, un coup c'est Hugo Clément, un coup c'est voilà, à chaque fois tous les jours, on remet en cause notre métier, quoi. Est-ce que tu as des interactions avec les gens qui achètent ta viande? Tu parlais de vente directe. Est-ce que tu as des retours, des discussions? Oui. Et donc, les gens sont très heureux de les flexitariens, on va dire, ceux qui choisissent en âme et conscience de manger de la viande et qui savent pourquoi ils en mangent, sont heureux de manger de la viande locale qui pâture dans les prés qui sont à côté de chez eux et ils le font et ils apprécient le goût et l'aspect à la fois social de cet acte d'achat, quoi. D'ailleurs, si vous vous posez la question de c'est quoi un flexitarien, je vous renvoie vers l'autre épisode, c'est l'instant promo, où on a parlé de ça avec Eric Berlouez et Sgaillard. Et du coup, finalement, parce que là, tu parles des gens quand même qui viennent acheter de la viande, donc finalement, c'est des gens qui continuent de consommer de la viande, mais est-ce que tu as des interactions avec des gens justement qui sont plutôt en défaveur de la consommation de la viande? Ouais, oui, un petit peu, notamment un peu sur les réseaux sociaux, etc. On voit passer des choses, mais globalement, j'ai rarement eu des attaques vraiment personnelles sur le fait qu'on élève de la viande juste pour tuer des animaux, quoi. Non, je sais pas. C'est plus un discours ambiant que des attaques vraiment personnelles, mais j'adore échanger avec des végétariens, voire je connais des gens qui sont véganes et j'aime bien les questionner de savoir le pourquoi du comment ils font ces choix-là, ouais. C'est intéressant. Toi, Émilie, dans ton travail, dans tous les projets que tu suis, ça va comment chez les éleveurs par rapport à tout ça? Comment tu gères ces questions-là, ces débats-là? Je pourrais
parler déjà de moi, comment je gère, parce que c'est vrai que c'est des questions aussi pour moi. Pour les éleveurs, je pense que, Robin a assez bien retraduit les choses. C'est un débat qui est assez passionné, en fait. On touche à l'émotionnel, et comme tout ce qui touche à l'émotionnel, c'est difficile des fois de ramener un peu de rationalité. Les éleveurs se sentent assez agressés. Il y a des zones où, à ce débat-là, se rajoute le débat de la prédation, se rajoute le débat... Donc la prédation, tu fais écho, par exemple, problème loup, des choses comme ça. Problème loup, en fait, souvent, il y a beaucoup d'amalgames qui se font entre plusieurs thématiques, et je pense que c'est bien... de leur laisser un espace d'expression par rapport à ce qui peut générer de la souffrance dans le travail, parce que c'est vrai que d'être décrié, ou en tout cas d'être questionné ou remis en question perpétuellement par rapport à quelque chose qui est un métier souvent passion, on ne fait pas forcément ça en alimentaire, on fait ça parce que quelque part ça vibre dans les tripes quand on s'installe en tant qu'éleveur. Alors pas chez tout le monde, mais il y a quand même une grande partie des éleveurs, c'est ça. Moi, c'est une question qui m'anime vraiment, cette question-là de la place de l'homme par rapport au reste des autres espèces. Et je pense qu'on prend souvent trop le débat comme l'homme étant, on en parlait tout à l'heure, décontextualisé de la nature. On parle souvent des rapports homme-nature. L'homme fait rien que de poser cette phrase-là, en fait, pour moi, il y a un contresens. On est nature. Il n'y a pas l'homme et les autres animaux. Et souvent, de réfléchir à la question sur une forme de coopération. Moi, je pense que l'élevage, c'est une forme de symbiose, comme plein d'autres symbioses il peut y avoir entre espèces. On prend la vache, elle est en symbiose au sein d'elle-même avec plein d'autres espèces. S'il n'y avait pas tous ces micro-organismes à l'intérieur de la vache se nourrit des micro-organismes. La vache n'est pas végétarienne, en fait. La vache mange des organismes vivants, unicellulaires. Alors après, on peut placer le niveau d'émotion et de souffrance de la bactérie là où on le veut, mais on n'aura pas la réponse là aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, là, en ce moment, les bactéries et les virus, tout ce qui est micro-organismes, l'affect est très, très fort. Et très fort. Mais du coup, je pense que interroger en tout cas cette place de l'élevage dans nos sociétés interroge aussi beaucoup sur la place de l'homme dans le reste du monde, dans lequel il vit, et de travailler sur cette dimension-là sous forme d'une analyse de coopération et de symbiose entre différentes espèces qui, certes, à un moment donné, y trouvent un avantage, puis des limites aussi. On est d'accord qu'à la fin, oui, c'est question de vie ou de mort, mais la nature est question de vie ou de mort avec ou sans l'homme, dans tous les cas. Donc, c'est intéressant aussi de redépassionner le débat et de effectivement, moi, dans mon métier, de ramener l'éleveur aussi à du factuel par rapport à ce qu'il peut vivre, par rapport aux moyens aussi qu'on peut avoir d'alléger certaines phases qui peuvent être douloureuses. Le fait de ne pas maîtriser totalement la phase d'abattage. Aujourd'hui, on a beaucoup de choses qui reviennent avec des nouveaux projets d'abattoirs à la ferme, en tout cas de relocaliser ce moment de la mise à mort, et en tout cas de réimpliquer l'éleveur dans ces moments-là où il se sent un petit peu des fois dépossédé de cette phase-là, et du coup attaqué par le fait de se décharger. Et c'est souvent plus subi que vraiment choisi. Donc il y a des projets aujourd'hui qui émergent, et je pense que c'est ces choses-là qui feront que l'élevage à l'avenir aura encore de belles années devant lui, quoi. Oui, d'ailleurs, ça soulève une question intéressante, parce que finalement, quand on entend la notion de bien-être animal, en tout cas dans les médias ou à droite à gauche, on entend souvent des gens qui ne sont pas du milieu ni du métier se saisir de cette notion. Du coup, là, c'est l'occasion d'avoir le point de vue des gens du milieu et du métier, où le bien-être animal, c'est des choses qui ont une résonance. Ça veut dire quelque chose pour toi au quotidien, ou toi, dans tes programmes de recherche, est-ce que c'est des choses qu'on aborde là, tu parlais de projets, justement, où on re-questionnait la place de l'abattage, tout ça, enfin bref. Nous, le bien-être animal, c'est notre objectif quotidien, quoi. Si on sait qu'une vache si elle est pas bien, elle sera pas en état de produire, elle tombera malade. Donc après le bien-être animal, il est codifié. On sait ce que c'est, l'absence de faim, de soif, de douleur. J'ai plus les critères exactement en tête, mais un éleveur, il sait très bien lire dans un animal si ça va ou si ça va pas, quoi. Et donc après mais vis-à-vis de ça, tu as quand même fait des choix de dire mes animaux, je vais les mettre à l'herbe. Tu as choisi aussi un cahier des charges, celui du bio.
Donc, c'est peut-être des notions aussi qui font appel à ça. Oui, oui, sur le... Après, alors, donc, nous, donc, les terrains sont en bio, mais les vaches sont pas en bio parce que le bâtiment qu'on a ne passe pas dans le cahier des charges. Donc, parce qu'il y a des normes de bien-être animal, justement. Donc là, on a une partie des vaches qui sont à l'attache, par exemple, donc qui sont attachées les 3 à 4 mois d'hiver. Et ben ça passe pas dans le cahier des charges du bio. C'est un élément qu'on peut comprendre. Après, en montagne, il y a d'autres complexités qui font que beaucoup d'élevages sont à la tâche. Mais après, je veux dire, sur la vie d'une vache, elles sont vraiment heureuses, quoi. Elles passent les 3/4 de leur vie dehors, dans l'herbe. Franchement, c'est pas violent, la vie d'une vache, hein. Elles broutent, elles dorment, elles boivent, elles lèchent leur veau. Moi, si on me demandait de me réincarner dans une de mes vaches, je signe tout de suite, hein. J'ai pas de problème avec ça, quoi. Je veux dire, et le nombre d'actes de souffrance dans la vie d'une vache, c'est très faible, quoi. Ok, de temps en temps, on les pique, on leur donne un vaccin ou quelque chose. Des fois, pour monter dans la bétaillère, c'est pas en disant vas-y ma cocotte. Des fois, il faut un petit peu taper dessus pour que ça monte, mais voilà, globalement, tous les éleveurs aiment leurs animaux et font en sorte qu'ils soient bien et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, quoi. Mais donc, on parle quand même beaucoup de ton élevage à l'herbe. Émilie, c'est fréquent d'avoir des vaches qui sont, comme le décrit Robin, à ce point-là à l'herbe, justement, la plupart de l'année, dans les pâtures, etc. Et justement, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que c'est des élevages qui peuvent être plus intéressants ou plus vertueux vis-à-vis de l'environnement, de l'écologie ou du bien-être animal, d'avoir cette notion de à l'herbe? Pourquoi aujourd'hui tous les élevages ne sont pas à l'herbe? Vaste question. Alors que c'est des fréquent. questions très vastes. Ouais. L'herbe, effectivement, on revient en fait sur une base physiologique, hein. Une vache, c'est un ruminant. Donc un ruminant, à la base, c'est fait pour valoriser une ressource herbagère, hein. C'est un herbivore. Pour des raisons de productivité, pourquoi on est sorti de ce paradigme-là? Parce qu'il y a eu un moment où l'État, les politiques, la recherche a poussé vers l'augmentation de l'expression d'un potentiel génétique de l'animal. Ça veut dire produire plus. Produire plus, voilà, clairement. Des fois décontextualiser de réelles demandes alimentaires, hein. L'arrivée des quotas laitiers en 84, c'était parce qu'on avait trop de lait. Mais on a continué à avancer. Donc, les quotas laitiers, on réglemente la quantité à produire par ferme. Par ferme. En fait, on a tellement augmenté la capacité de production des élevages et des animaux qu'à un moment donné, à la sortie de la guerre, il fallait produire pour nourrir. Puis à un moment, on a produit toujours plus, mais il n'y avait pas forcément plus de bouches à nourrir et tout le monde avait un peu à manger. Donc il a fallu stocker les excédents, ça coûtait de l'argent. Du coup, on a limité la production de litres de lait par ferme. Voilà. En attendant, la recherche continuait et la sélection génétique continuait à évoluer vers une amélioration de l'expression du niveau de performance laitière, où Robin parlait tout à l'heure de quantité de viande produite aussi par l'animal, donc de rapidité d'engraissement des animaux, ce qu'on appelle le gain moyen quotidien pour parler technique, le GMQ. Donc voilà, des vaches avec des gros GMQ, des vaches avec des gros litrages de lait, etc. Et donc aujourd'hui, quand moi je travaille avec des éleveurs qui ont une volonté d'avoir un élevage qui a une connexion avec son environnement, effectivement, dans certaines zones, l'herbe est la ressource principale. Et du coup, le challenge, c'est de retrouver un équilibre vraiment entre les ressources du milieu et le potentiel des animaux, l'adaptabilité des animaux. Et donc là, quand Robin il parle de ces vaches qui sont heureuses à l'herbe, oui, c'est effectivement des animaux qui sont adaptés pour aller valoriser le prélèvement de la ressource herbe pour se nourrir, pour nourrir leurs veaux, pour produire du lait, pour se reproduire. C'est à ça que l'espèce, en fait, elle est amenée à faire. Et effectivement, il y a des zones où on a perdu cette connexion-là pour plein de raisons. Des raisons économiques, des raisons aussi foncières. Il y a des zones où aujourd'hui, moi, j'ai des éleveurs qui aimeraient ressortir les vaches pour pâturer. Sauf qu'on a bétonné tout autour, quoi. Et qu'il y a des routes qui passent à gauche, des routes qui passent à droite. Robin le disait tout à l'heure, hein, lui, c'est compliqué. Il passe du temps sur la route, il fait monter ses animaux dans la bétaillère pour les promener de parcelle en parcelle. Et donc, il y a aussi une logique d'organisation foncière et d'organisation d'activité humaine qui a eu et qui a encore une influence sur la manière dont on est capable d'organiser nos élevages. Et
tout n'est pas forcément de la volonté de l'éleveur, en fait. Ouais. Il y a aussi ça. Dans ce que tu dis. Notamment, je rebondis en élevage laitier, où aujourd'hui, pourquoi il y a la plupart des vaches françaises aujourd'hui, laitières françaises, elles pâturent quand même. Il y a un faible pourcentage de vaches qui ne sortent jamais, mais faut aussi comprendre que c'est ça. Des fois, la ferme, elle est à un endroit, et qu'un troupeau de 100 vaches, ça mange, il faut 50, au moins 50, 60 hectares autour de la ferme, vraiment accessible, où il n'y ait pas une départementale à traverser pour faire passer 50 vaches et les faire brouter à droite à gauche, parce qu'il faut voir qu'un troupeau de 100 vaches, ça mange quand même une surface très importante chaque jour, quoi. Et puis en plus de ça, il y a aussi en France des conditions climatiques qui sont très différentes, qu'on soit à la pointe du Finistère ou qu'on soit dans le sud-ouest, où l'herbe, ou dans l'est, où elle ne pousse pas pareil partout, de la même façon chaque année. Donc il y a des complexités qui fait que l'herbe, elle se justifie à des endroits, et puis d'autres où c'est plus compliqué à mettre en œuvre, quoi. Ouais. Et juste pour que les gens se représentent un peu ce que ça veut dire, c'est-à-dire que quand tu parles de 60 hectares, c'est à peu près donc 60 terrains de football, les uns à côté des autres, et essayez de voir autour de vous si vous arrivez à trouver des espaces comme ça, où il n'y a pas de route, où il n'y a pas de départemental, vous allez voir que c'est un peu compliqué. Ouais. Juste pour donner une petite image. Ouais, très bienvenue. Du coup, ça veut dire concrètement, un éleveur il peut avoir de très bonnes intentions, essayer de faire bien, mais il y a tout un tas de contraintes autour de lui qui fait qu'en fait, élever correctement, admettons, une vache heureuse, c'est pas forcément facile. Ça se voit vraiment dans les yeux d'une vache quand elle est heureuse. Ça se voit dans les yeux de l'éleveur, en tout cas. Oui. Alors, est-ce qu'il y a des éleveurs ou des élevages qui sont très différents les uns par rapport aux autres ? Parce qu'on parle beaucoup de vaches. Alors peut-être que vous avez moins souvent des discussions avec des éleveurs, je sais pas, de poules ou autres. Est-ce qu'il y a des élevages qui sont plus sympathiques que d'autres, qui sont mieux par rapport à l'environnement, mieux par rapport à la viande ? Qu'est-ce qui se passe quand on élève un cochon, une poule, des lapins par rapport aux vaches ? Ouais. Moi, je vois une grosse différence dans les types d'élevage. Bon, déjà, il y a, on va dire, l'aspect ruminant ou monogastrique. Donc monogastrique, c'est le cochon, la poule, tout ce qui est volaille de chair, etc., les dindes, et les ruminants, donc tout ce qui est bovin, ovin, caprin. Donc mouton et chèvre. Ouais, où d'un côté, on est vraiment connecté à l'aspect fourrage, à l'aspect à la terre qui est autour de chez nous, parce que les vaches ont besoin de manger des fourrages qui proviennent en général de pas très loin. En système monogastrique, en général, soit on a un système céréalier à côté et on transforme ces céréales, soit on achète des granulés tout faits qui arrivent par camion dans les silos de la ferme, quoi. Donc déjà, c'est deux conceptions de l'élevage qui sont assez différentes, quoi. Et après, je vois un autre aspect, c'est l'aspect soit on gère des individus, soit on gère des lots. Et quand on est éleveur bovin, on gère vraiment des individus, quoi. Enfin, on sait que telle vache, elle est comme ça, elle est fragile de sa patte arrière. On sait que la Félicie, elle voit pas bien de l'œil droit, donc si tu la fais monter, si tu t'excites à droite, elle va pas comprendre ce qui se passe. Donc voilà. Alors que quand on gère un lot de 30 000 poules, de 30 000 poulets dans un bâtiment, on regarde les courbes, on voit est-ce qu'ils ont bien poussé, est-ce qu'ils ont pas poussé, est-ce que il y a eu des maladies, combien j'ai ramené de morts par jour, voilà. Donc on gère pas des individus. C'est un autre aspect de l'élevage. Après, on apprécie ou on n'apprécie pas, mais c'est vrai que les gens qui aiment vraiment les animaux et le contact avec les animaux vont peut-être plus se porter vers des élevages où on gère mieux l'individu, comme notamment en élevage laitier, où on est proche, où on connaît chaque animal, quoi. Oui, alors moi je mettrais encore une nuance supplémentaire, c'est-à-dire que effectivement il y a, comme le disait Robin, il y a différentes orientations d'élevage en fonction de l'alimentation de l'animal. Après, je pense que chaque éleveur, même au sein de ces élevages-là, aura, lui, une attention plus ou moins particulière vis-à-vis de ses animaux. Après, moi, ce que je trouve intéressant dans mon métier, c'est vraiment de travailler sur un... En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le bien-être, il émerge quand on arrive à un certain équilibre. Donc, une certaine sérénité pour l'éleveur. C'est-à-dire que
l'équilibre entre ma capacité de mon environnement à produire quelque chose, elle est respectée, j'ai un nombre d'animaux cohérent, ma volonté, mon affinité en tant qu'éleveur, elle est aussi cohérente avec ce que j'ai mis en place. Il y a des éleveurs, c'est des performeurs, on aura beau faire tout ce qu'on veut. Il y a des gens, ils aiment être sur un circuit de Formule 1 et faire de la performance animale. Et ces gens-là, ils ont cette fibre-là, entre guillemets, de la compétition. Et ils ont envie toujours de faire exprimer plus à leurs animaux, d'avoir les vaches à concours, etc. Et puis, il y a des éleveurs qui cherchent, on va dire, une certaine forme de qualité de vie au travail, de la marge de manœuvre, moins de stress, une reconnexion à la terre. Et donc après, c'est à nous de nous adapter pour faire en sorte que, peu importe l'organisation du système, on arrive à une certaine forme d'équilibre qui fait que le système il sera périn dans le temps. C'est-à-dire qu'il préservera l'éleveur, son revenu, et qui préservera aussi l'environnement dans lequel il se trouve, et qui répondra aux attentes sociétales. Et on sait qu'aujourd'hui, la place de l'animal dans ces attentes sociétales, elle est fondamentale. C'est vraiment une question de se dire, on parlait tout à l'heure de bien-être, comment j'évalue le bien-être. Alors, il y a des grilles, il y a des normes, voilà. En tout cas, dans un élevage où les animaux sont mal, ce qu'il faut savoir, c'est que les performances économiques, financières, de toute façon, seront dégradées. Donc, on se dit que, généralement, c'est un équilibre et un cercle vertueux. Et quand cet équilibre, il est trouvé, il est à peu près respecté, on arrive à avoir des systèmes qui fonctionnent bien pour l'ensemble, pour le territoire, pour les ressources naturelles, pour les éleveurs et pour les animaux qui y vivent. Et est-ce qu'on pourrait parler de l'importation de soja et de maïs pour nourrir les élevages, parce que je sais que c'est une question qui fait beaucoup débat. Concrètement, pourquoi on a besoin d'importer parfois selon certains types d'élevage ? Déjà, est-ce que ça concerne tous les élevages ? Et pourquoi on a besoin d'importer ça ? Est-ce que ça concerne les performeurs ? Ça concerne, on va dire, si on revient au côté historique, ça concerne aussi la course à la production par facteur de production. Donc, quand je dis facteur de production, c'est l'animal ou l'hectare ou l'éleveur, des fois, dans certains cas, qui est considéré comme un facteur de production, parce que si on regarde la quantité de travail, ou en tout cas la productivité du travail des éleveurs ces dernières années, a quand même sacrément augmenté. C'est-à-dire que pour une personne, on a plus d'animaux et plus d'hectares. Et donc, en fait, un des progrès dans la nutrition animale, c'est l'arrivée du maïs dans les rations des animaux et notamment des ruminants. Et donc, le maïs, c'est un fourrage qui a amené du confort de travail pour les éleveurs à un certain moment. Pourquoi ? Parce que c'était des rendements à peu près assurés avec une qualité de ration stable sur l'année. Pourquoi ? Parce que le maïs, il pousse sur 3-4 mois. Si on a accès à l'irrigation, on sait qu'on sécurise un certain volume. On sait qu'on arrive avec la maîtrise et la sélection génétique sur les variétés à avoir des qualités nutritives pour les animaux qui étaient très stables sur l'année, et ça faisait la ration hivernale, et on s'abstrayait de fluctuations de l'environnement qu'on peut avoir quand on fait un élevage à l'herbe, où une année, l'herbe elle pousse plus ou moins tôt, plus ou moins vite, plus ou moins... Voilà. Il faut savoir que le maïs, c'est une plante quasi magique, quoi. C'est une plante qui est vraiment au-dessus du lot en termes de performance, qui est bien plus productive que la plupart des espèces. Enfin, notamment via sa photosynthèse, mais c'est une plante qui fait son cycle en 3-4 mois, c'est vraiment énorme, qui fait un volume de fourrage vraiment énorme, et donc elle a été adoptée en quelques années partout en France, quoi. Massivement par les éleveurs. Elle a un gros défaut, elle a une grande qualité, c'est qu'elle est très riche en énergie. Donc notamment par le grain du maïs. Par le grain, et oui, par le grain, ouais, essentiellement par le grain. Mais son défaut de sa qualité, c'est qu'elle est assez pauvre en protéines. Et pour produire du lait, pour produire de la viande, il faut un équilibre entre l'énergie et la protéine. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait une fois qu'on a planté plein de maïs en France ? On n'avait pas assez de protéines. Donc, les Américains, les Sud-Américains se sont chargés de le faire à notre place. Avec le soja. Et donc, c'est pour ça qu'on importe du tourteau de soja, notamment. Tu peux expliquer ce que c'est que le tourteau de soja ? Donc, c'est la graine de soja. Une fois qu'elle est pressée, on récupère l'huile d'un côté et le tourteau de l'autre, donc le reste de la coque qui va être riche en protéines. Riche en protéines, ouais. Et donc, qui sert à équilibrer ces rations au maïs, et que ça soit en vache laitière ou en bovin à l'engraissement sur des rations maïs-soja, ou également très forte consommation en porc et en volaille, quoi. C'est-à-dire que toi, aujourd'hui, concrètement, tu es relativement indépendante de ça, mais il y a des régions entières de France qui sont dépendantes de ces arrivages de tourteaux de soja.
Oui. Après, nous, on achète un petit complément sur la finition des vaches. Alors, sans tourteau de soja, sans du tourteau de lin principalement, et, parce qu'on a besoin de cet apport protéique qui complète l'apport en céréales que l'on cultive ou que l'on achète, quoi. Et alors, par rapport à ce que disait Émilie, est-ce que tu peux nous expliquer, est-ce que tu as des problématiques de gestion justement de ta fameuse herbe, de tes prairies? Est-ce que ça pousse facilement? Est-ce que tu dois tous les matins aller voir la hauteur de l'herbe, à quel point elle est verte, ou comment tu vas gérer? En plus, tu expliquais que ton parcellaire, donc toutes tes parcelles sont à des endroits très différents. Ça représente quoi comme travail pour toi, ça? Et donc nous, donc on a des parcelles sur 6 communes, donc on gère à peu près 8 à 10 lots d'animaux différents, quasiment tous en pâturage tournant. Donc ça veut dire qu'on fait pâturer quelques jours les animaux sur une surface, et puis la semaine suivante, on va leur redonner un autre, ce qu'on appelle un autre paddock, et un autre parc au sein du même îlot, de ce même ensemble fourrager, et ainsi de suite. Et puis elles vont revenir sur le premier paddock au bout de 1 mois et demi, 2 mois, selon ce qu'il y a, quoi. Et est-ce qu'il y a des moments où il n'y a plus rien? Et donc, heureusement, nous, là, on a vécu des sécheresses et tout, mais on a pas mal de surface et on est assez faible en vaches, donc on est très peu chargé en animaux. Donc, on a quand même beaucoup de souplesse sur les fourrages aujourd'hui. Et on est en zone de moyenne montagne sur le début de la chaîne des Alpes. Donc, on reçoit quand même des précipitations normalement. En été, on a quelques orages qui permettent de passer le mois d'août, septembre, qui sont un peu les mois un peu difficiles en général au niveau de l'herbe. Et donc voilà, nous, on n'a vraiment pas à se plaindre du côté ressources fourragères, mais bon, c'est pas tous ceux qui ont traversé la France ces deux étés derniers, c'était la cata. On voyait des vaches sucer les cailloux et gratter la poussière, quoi, hein. Donc oui, c'est le réchauffement climatique va nous poser des grandes questions sur les systèmes herbagers, ouais. Et le choix du pâturage tournant, c'est pour éviter le surpâturage ou... Donc voilà, si on reprend un peu le comment fonctionne l'herbe. Allons-y. Donc, comment fonctionne l'herbe? Qu'est-ce que l'herbe? Donc, ce qu'on appelle herbe déjà. Donc l'herbe, elle a, on prend des fois cette image-là, elle a un panneau photovoltaïque en haut et une pile en bas dans la terre, quoi. Donc déjà, quand tu parles d'herbe dans tes prés, c'est tout ce qui est à peu près en train de pousser au sol. C'est pas juste de la pelouse, ça peut être des fleurs, ça peut être plein de trucs différents, ça peut être... Ouais, alors nous, l'herbe, donc nous, on est sur des prairies, on va dire de la prairie naturelle. D'accord. Donc qui est là depuis 20, 30, 40 ans, voire plus. Donc après, il y a de la flore spontanée qui s'est fait au fil des années, au fil des itinéraires techniques, et elle s'est adaptée aussi en fonction de l'itinéraire de l'éleveur, quoi. Un éleveur qui va mettre très peu d'azote, il aura peut-être plus de légumineuses dans son champ. Un éleveur qui va mettre beaucoup d'amendements aura peut-être moins de légumineuses, etc. La fleur s'adapte. Et donc cette herbe, si on lui coupe en permanence tous les jours, qu'il y a une bouche qui vient couper le haut du panneau photovoltaïque, quoi, les feuilles, quoi, vraiment le verre qui capte le soleil, et du coup elle va puiser sur sa pile, quoi, qui est dans le sol et qui a toute sa réserve d'énergie. Et le jour où la pile est vide, tout est à plat, et puis on a ni le panneau solaire ni la pile, quoi. Et donc si par contre on laisse le temps à la pile de se recharger et qu'on vient couper cette herbe tous les au moins 1 mois, voire 1 mois et demi, voire presque 2 mois l'été, elle a le temps de reprendre de l'énergie dans ses racines, d'aller repuiser de l'eau et de faire un tissu racinaire qui est plus dense et du coup de repousser plus vite. Et ça, c'est super important parce que c'est vrai que je rebondis là-dessus. On a souvent oublié en élevage que le capital numéro 1, c'était le sol. On a beaucoup focalisé sur le fait que voilà, le capital d'un éleveur, c'était son troupeau. C'était le potentiel de son troupeau, c'était son bâtiment, sa belle salle de traite, etc. Et aujourd'hui, une grosse partie du travail, c'est aussi redonner confiance, envie dans les capacités des éleveurs à gérer du sol. C'est pas que des céréaliers qui gèrent du sol. Quand on fait de l'herbe, on cultive et on préserve un capital qui est essentiel et qui sera
indispensable aux générations à venir, qui est le sol. Et on a souvent eu un peu tendance à l'oublier, et c'est vrai que dans mon métier, on revient souvent dans des bases de connaissances de fonctionnement du sol, parce qu'on se rend compte qu'on a eu tout un tas de dérives de pratiques qui étaient souvent amenées par le simple fait qu'on s'intéressait aux performances des animaux. Après, un petit peu aux performances économiques aussi, mais du coup, maintenant qu'on prend en considération le sol et qu'on s'intéresse un peu plus à des systèmes d'élevage qui soient durables et du coup qui soient capables les années à venir de continuer à produire sans dégrader le milieu dans lequel ils se trouvent, et ben voilà, il faut aussi avoir des éleveurs qui soient connaisseurs et sur les animaux, et sur le sol, et sur les plantes, et sur la mécanique, et sur... Enfin voilà, c'est un métier, on se rend compte, qui est d'une complexité folle et où les connaissances de base nécessaires, en fait, sont très conséquentes, quoi. Oui, par exemple, le surpâturage, quoi. Faut éviter ça. Pour éviter le surpâturage... J'aimerais bien qu'on en parle du surpâturage. Non, par contre, dans ce que tu dis, Émilie, et on est chez Robin, on voit sa bibliothèque derrière, comment tu vas faire pour avoir toutes ces connaissances et sur le sol, et sur l'herbe, et sur les vaches? Je veux dire, c'est quand même énormément de choses. Par qui tu es accompagné? Est-ce que tu as un super voisin qui connaît tout? Comment tu vas chercher de l'info? Parce que tu vas pas avoir une consultante comme Émilie qui arrive tous les matins, même si de temps en temps, pourquoi pas. Comment ça se passe pour avoir cette expertise-là en permanence? Ouais. Les connaissances théoriques, on les acquiert finalement au fil de ces études, au fil des discussions, des lectures, de la presse agricole, chacun des réseaux sociaux, chacun a ses sources, des échanges aussi avec les voisins, avec d'autres. Après, moi, je suis arrivé dans une ferme. Franchement, je savais pas faire grand-chose, quoi. Hein. La théorie, c'est bien, mais ça fait pas la vidange du tracteur. Ça fait pas qu'est-ce qui se passe quand la presse est en panne. Donc, on apprend de ses erreurs aussi, et puis finalement. On apprend en faisant, quoi, hein, et pas mal par erreur et par échec successifs, sur ce qui permet d'avancer plus ou moins et se remettre en question tout le temps, quoi. Ouais. Et je pense qu'un éleveur est dans plein de métiers, on n'a jamais fini d'apprendre, quoi. Ouais, tiens, d'ailleurs, j'ai envie de rebondir là-dessus en proposant un petit exercice. Est-ce que tu pourrais résumer un peu le fonctionnement de ton exploitation en frise chronologique? Tu vois, sur un an, sur à quel moment tu fauches, à quel moment tu rentres tes bêtes. Par exemple, là, on est... Ok, alors on va commencer par l'hiver. Donc nous, on essaye de rentrer le plus tard possible et de sortir le plus tôt possible. Mais bon, on est quand même en montagne, il peut y avoir des coups de neige. Rentrer les vaches au bâtiment le plus tard et les sortir. Chaque journée dans le bâtiment, ça nous coûte 200-300 euros par jour, quoi, entre le coût fourrager, le coût d'aller pendre le lisier, le fumier. Le remboursement du bâtiment, on peut l'étaler sur l'année, donc peu importe. Mais disons que quand les vaches sont dans le bâtiment, c'est là qu'elles coûtent de l'argent, quoi. Et quand elles sont dehors, c'est là qu'on en gagne. Donc il faut donc on essaye de rentrer le plus tard. Donc si on essaye de prolonger un peu la saison, d'avoir un peu des stocks d'herbe sur pied, de donner quelques boules de foin sur la fin de l'automne, et en début décembre, donc on essaye d'être tranquille pour Noël et que tout le monde soit rentré. Après, donc, on va faire les mises à l'herbe là sur le courant du fin mars, avril. En ce moment, là, voilà. Donc, et on peut encore avoir des gros coups de neige début avril. Et puis là, il faut, s'il pose 20 cm de neige, il faut aller donner du foin à tout le monde. Enfin, c'est un peu le bazar, quoi. Fallait pas choisir la montagne. Ouais, fallait pas choisir la montagne. Finalement, la Picardie. Et donc voilà. Après, pas mal de travail de parc. Nous, on est en montagne, donc il faut faire. Tout n'est pas mécanisable. On fait beaucoup de la débroussailleuse, l'entretien des haies, des clôtures électriques, des arbres qui tombent sur les clôtures, des abreuvoirs, etc. Donc pas mal de travail qu'on peut pas faire au tracteur et qu'on peut pas vraiment mécaniser.
Arrive le mois de mi-mai, fin mai, où on va faire les premières fauches, notamment en enrubanage. Nous, on fait un peu d'enrubanage, donc c'est des balles qu'on fauche assez tôt, qu'on fait un petit peu moins sécher que du foin, et qu'on emballe dans du plastique pour conserver et pour pouvoir les stocker dehors, quoi. Donc voilà, sur le mois de juin, on est en grosse période de fenaison. Donc faucher les prairies, ensuite donner un coup de faneuse, de pirouette pour étaler l'herbe, ensuite donner, ça on le fait sur on va dire 3 jours à peu près, on repirouette plusieurs fois pour bien sécher de tous les côtés l'herbe, ensuite on endaine, donc avec un endaineur qui nous fait des longs boudins sur la prairie. Tu regroupes l'herbe. On regroupe l'herbe en boudins et pour que la presse puisse passer, et on presse. Et ensuite, on laisse quelques jours les bottes au champ pour pas qu'elles chauffent et qu'elles fermentent et qu'elles prennent feu à la grange, quoi. Donc là, on est au mois de... juin. Là, c'est chaud patate le mois de juin. Et après, donc faut tout ramener, les chargements de foin au bâtiment. Après, mi-juillet arrivent les moissons. On a quelques hectares de céréales donc, qu'il faut récolter. Fin juillet, on va refaire une coupe. On a des luzernes aussi. Donc, sur le mois de juillet, on refait des deuxièmes coupes de regain ou de deuxième fauche. Après, le mois d'août, on essaye de ne pas avoir trop grand-chose à faire pour pouvoir partir en vacances. Heureusement, on est 2, donc on arrive à se chevaucher. Après, on a une partie d'évélage en automne, donc aussi sur le mois de août, septembre, octobre, où il faut être assez vigilant sur les vaches. Il faut semer les céréales. On n'y est pas encore. Donc là, septembre, on peut encore faire des deuxièmes, voire des troisièmes coupes de regain ou de luzerne. Après, donc on est en bio, donc je suis pas trop pressé de semer les céréales trop tôt et que l'enherbement se fasse. Donc voilà, sur fin octobre, voire même début novembre, au milieu du mois d'octobre, on va préparer les sols pour les semis, et puis ça fait presque une année. Et puis voilà, et on arrive à faire le tour. Et puis je pense que chaque année est différente et qu'il faut s'adapter au climat, aux aléas, au matériel, voilà. D'accord. Et donc, merci pour cette frise chronologique. Je crois que tu as réussi l'exercice des doigts. C'est pas un exercice. Mais donc, dans ce que vous dites tous les deux, quand même, on a cette notion là de connaissance sur plein de sujets, de savoir ce qu'on fait, de s'adapter à notre environnement, à notre entourage, à notre territoire. Donc, comment on va retrouver ce lien avec le territoire ? On parlait, donc tu expliquais comment tu allais chercher ton expertise, tu parles beaucoup d'apprendre sur le tas, de l'erreur, etc. Mais alors du coup, Émilie, toi, comment tu accompagnes ? C'est quoi le rôle de l'accompagnement dans tout ça ? Puisqu'on ne va pas laisser tout le temps l'erreur se produire, on va essayer de les anticiper de temps en temps. On a plusieurs leviers. Donc, si j'interviens en individuel, en fait, souvent, là, on a le cas d'un éleveur qui est quand même, il faut le dire pour le public qui écoute, qui est quand même quelqu'un qui est très au clair sur la mise en cohérence entre ses objectifs professionnels, ses objectifs personnels, ses pratiques. C'est très clair pour lui, son revenu, comment il le construit, le temps qu'il a de disponible pour sa vie personnelle, son travail, l'organisation des chantiers. Enfin voilà, c'est pas toujours aussi simple. Il a aussi une exploitation, comme il le disait, qu'il a voulu simple pour se gagner, préserver du temps de vie, entre guillemets. Et donc, le premier job qu'on peut faire en tant qu'accompagnant, c'est aider à trouver en fait ce cheminement, ce chemin de pensée, et essayer d'aller déverrouiller quand on tombe sur des incohérences entre ce que je fais, ce que je voudrais faire, ce qui me tient à cœur, il y a des fois des pratiques qui sont plutôt de l'ordre de la tradition ou du dogme, mais qui vont en fait être complètement en incohérence avec des objectifs et des finalités un petit peu inconscientes. Donc des fois, c'est simplement faire exprimer ça. Et puis bien sûr, pratico-pratiquement, ça peut être des fois ramener un peu de rationalité biologique dans des systèmes. Souvent, on est allé un petit peu loin aussi dans la volonté de faire exprimer des potentiels génétiques. On retombe en fait sur des
des constructions de pratiques, donc l'alimentation, reproduction, santé des animaux, qui peuvent aller en fait des fois vers une efficience économique, c'est-à-dire qu'on pense bien faire pour être un performeur, et puis en fait en termes d'argent et de rentabilité, on est des fois un peu dans des impasses. Donc c'est aussi des fois ramener un peu de rationalité. Et le deuxième levier qu'on a, c'est le collectif. On travaille beaucoup avec des groupes d'éleveurs. Pourquoi ? Parce que l'échange entre éleveurs est vraiment un levier de changement et d'éveil des consciences qu'aucun conseiller n'aura jamais. Ce qui sort de la bouche d'un éleveur pour un autre éleveur, comme le disait Robin, en fait, nous, on n'a pas le savoir-faire technique. On sait faire des choses. Alors, moi, je me suis un peu confrontée au terrain dans mes diverses expériences. Donc, voilà, parler de se lever à 5 heures pour traire des vaches, je peux représenter physiquement ce que ça fait, mais voilà, la vidange du tracteur, le machin, donc il y a la théorie et il y a la pratique, et souvent quand on met des éleveurs dans une salle et qu'on les fait interagir, on n'a pas grand chose à faire d'autre, quoi. On se base sur les échanges et sur ce qui se passe, on essaye de rebondir et d'animer, mais ils ont toutes les clés, quoi, et c'est ça qui est chouette. Il faut trouver le moment, le temps et la motivation de mettre les gens en salle. Ça, c'est un autre challenge. Mais au-delà de l'animation, tu as aussi ce rôle un peu d'interface entre justement la théorie, on va dire plutôt le côté un peu science académique, et le côté pratique aussi. Parce que parfois, il peut se dire aussi des choses entre éleveurs qui peuvent être infondées. Enfin, j'imagine. Oui, il y a des conneries. Il y a des conneries, voilà. J'ai dit infondées, mais on peut dire conneries. Des fois, on en dit aussi un peu. Et on en dit aussi, et puis ou même des fois, on croit dur comme fer dans des trucs, et puis quand on les met en pratique, on voit que bon, c'est pas trop réalisable, ou c'est compliqué à mettre en œuvre. Ou, voilà, mais c'est peut-être là justement où il y a ce besoin de conseiller pour arriver. Après, il y a un vrai changement de posture quand même par rapport au rôle du conseiller, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, et c'est encore une image qui colle à la peau du métier. Moi, je forme un peu des conseillers, je m'en rends compte aussi. Le conseiller était le sachant, c'est-à-dire c'était celui qui arrivait sur la ferme avec le savoir, entre guillemets. Et donc aujourd'hui, quand on se met à penser qu'on peut être dans des systèmes où on valorise les ressources locales, où on s'adapte au territoire, et en fait, le conseiller n'est pas forcément celui qui sait comment ça fonctionne, mais celui qui va accompagner l'acquisition de connaissances et de savoir et de savoir-faire de l'éleveur. Voilà. Ça, c'est un réel changement de posture, et c'est pas évident, parce que pour certains conseillers, c'est un peu dur de se dire que on n'a pas toutes les vérités et qu'on n'arrive pas forcément avec voilà, cette reconnaissance du métier bien fait aussi, qui était celui qui avait la solution technique à tous les problèmes. Et des fois, c'est un peu... Voilà, donc on change de rôle, quoi. Dans ce que tu expliques, il y a la notion qu'en fait, le conseiller, il n'a plus cette fonction d'apporter une recette miracle, mais plutôt de remettre sur la liste tous les ingrédients qu'on a, et quelle bonne recette on va trouver, quoi. Pour rebondir un peu, ce que souvent les conseillers apportent, c'est des connaissances théoriques, parce que ça a été prouvé, mais ils l'ont pas éprouvé sur le terrain, avec de l'économie en face, et du temps des contraintes de temps à mettre en place, quoi. Et donc on se rend compte aujourd'hui qu'être très performant techniquement, c'est pas toujours le plus performant économiquement, quoi. Donc des fois, il faut savoir aussi écouter, et les conseilleurs sont pas toujours les payeurs, quoi. Donc voilà, faut aussi mettre en lumière des fois des aspects un peu économiques, et acheter plein de poudre de perlimpinpin pour gagner 1 litre de lait par-ci par-là, 1 kilo de gain, et qu'au final cet achat il coûte le même prix que le prix du litre de lait. Bon, est-ce que j'ai bien fait de le mettre ou pas, c'est toujours des questions à se poser et à tester, et à savoir arrêter des choses aussi, si on voit que là, tu fais économiquement ça passe pas, quoi. Conseillers technico-commerciaux, oui, qui mais est un autre métier quand même. Pas que. C'est pas vraiment. En fait, c'est vrai que, en fait, c'est aussi une conception. Enfin, quand on parle de ça, c'est vrai que ça a l'air d'aller de soi, mais c'est une conception de l'agriculture qui a changé aussi, là. Ce qu'on est en train de dire, c'est que jusqu'à présent, on était vraiment sur une espèce de pensée qui se disait que les rendements étaient illimités, c'est-à-dire qu'on allait toujours produire plus, et qu'on n'aurait jamais de limite. Et aujourd'hui, la réalité environnementale fait que non, on se prend des murs et qu'on n'y arrive pas, et que même dans les zones où on n'arrive plus à utiliser des herbicides de printemps parce qu'ils fonctionnent plus, on fait des traitements l'automne. Et en fait, la technique n'a pas réponse à tous les défis
de production. Et donc aujourd'hui, le métier de conseiller était effectivement celui qui avait toujours la réponse à un palier, on va dire, déplafonner les rendements, c'est le rôle du conseiller. Ce que dit Robin, c'est que c'est ancré encore dans la tête de beaucoup d'éleveurs que produire, c'est gagner. Et moi, je passe beaucoup de temps, mais beaucoup de temps à réexpliquer que produire, c'est certes gagner, mais c'est surtout pas dépenser. Et ça, on a des chercheurs, enfin moi je pense à Patrick Vessé de l'INRA, qui est un chercheur qui amène en fait des indicateurs très simples, comme un ratio d'efficience technico-économique. Pour 1 euro investi, est-ce que j'ai gagné 1 euro ? Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'éleveurs qui peuvent se targuer de dire que pour 1 euro investi, sans les aides de la politique agricole européenne, ils gagnent 1 euro. On n'a pas parlé de ça. Et ce que montre Patrick Vessé de l'INRA, justement, c'est notamment sur les systèmes bovins-viande comme moi, c'est qu'il n'y a pas d'économie d'échelle. Ça veut dire que plus on augmente de nombre de vaches, on ne gagne pas plus d'argent, quoi. Et qu'en fait, une vache à 0 ne fait pas plus d'argent que 100 vaches à 0, quoi. Donc finalement, ça fait beaucoup de temps de travail, ça fait beaucoup d'argent qui est brassé, mais la marge derrière, il faut mieux une vache qui gagne 1 euro que 100 qui en gagne 0, quoi. Et ça, c'est vraiment quelque chose... ce qu'il faut prendre aussi en considération, c'est que l'éleveur, c'est un maillon d'une chaîne. C'est-à-dire que l'éleveur est intégré dans une filière où effectivement, on appelle ce qu'il y a l'amont et l'aval de la filière. Et donc l'amont, c'est toutes les entreprises qui proposent des services ou des matières premières pour que l'éleveur produise. Donc ça peut être, Robin parlait de poudre de perlimpinpin, mais ça peut être des choses tout à fait utiles. Donc on peut parler des produits vétérinaires, des aliments, des malins. Et l'aval, donc c'est tous les gens qui transforment, utilisent, valorisent les produits de l'élevage. Et donc ce qu'on se rend compte souvent, c'est que l'éleveur, ça pour l'instant, était celui qui faisait en fait l'absorption de la différence entre les prix des intrants, donc les prix de l'aval qui augmentent, et les prix des produits qui n'augmentent pas ou peu. Et du coup, c'est souvent l'éleveur, par sa capacité de travail, qu'on a cru à un moment donné, inextensible, illimité par la mécanisation. Et ce que dit Robin, c'est pas parce que j'ai un plus gros tracteur que je vais plus vite ou que je travaille moins. On gagne pas forcément de temps. Et donc, c'est l'éleveur qui, avec des journées plus longues, moins de vacances, effectivement, l'achat de robots. Donc, on parle aussi d'investissement. Les éleveurs, aujourd'hui, quand ils s'installent, ils investissent beaucoup dans du matériel qui coûte très cher pour produire un revenu, parce qu'il faut du volume de plus en plus gros pour se sortir un revenu décent pour un éleveur dans un système classique qui dépend d'une filière où l'éleveur ne vend pas lui-même en direct et ne fixe pas ses prix directement aux producteurs. Et donc ça, c'est quelque chose qui est super intéressant et qui est vraiment important pour que tous les citoyens aient en tête, c'est qu'aujourd'hui, la personne sous pression dans la filière, c'est bien l'éleveur, quoi. L'éleveur et son travail. Et que ça, c'est quelque chose de... j'ai pas beaucoup de recul sur le cheminement agricole, mais j'ai l'impression que c'est très, très récent, depuis peut-être 4-5 ans, qu'on se rend compte qu'en fait, une vache qui produit 10 000 litres de lait est souvent... Ce qui est beaucoup. Ce qui est, qui a une haute performance, mais il y en a qui arrivent à... C'est la Formule 1 des vaches. Il y en a qui arrivent à 12, 13, voire donc, plus. Tu peux préciser 10 000 litres de lait par an, ou par lactation. Et elle ne sera pas meilleure économiquement que 2 vaches à 5 000 litres. Dans des systèmes adaptés, parce que oui, il y a tout le système qui va avec. Oui. Bon, si tu mets une vache à 5000 litres et que tu la nourris comme celle qui fait 10 000, celle-là, elle vaut 0. Par contre, celle-là, elle perd de l'argent. Mais, et ça, c'est assez récent que les éleveurs et que le monde agricole se rendent compte que la performance technique n'est pas forcément la performance économique, quoi. Très bien, mais c'est super important. Et moi, je sais pas si c'est ce que tu pouvais mettre derrière, Émilie, mais tu parlais au début avec un mot à la mode de l'agroécologie. J'ai l'impression que ce que vous décrivez là, c'est cette notion d'adapter sa production à son territoire, à sa filière, à ses ventes, et que tout ça soit en cohérence. C'est peut-être la notion qu'on va chercher là. Et alors, une question qui me vient peut-être pour boucler avec ces aspects qu'on abordait au tout début de l'émission sur les attentes de la société. Finalement, tu as un rôle dans ton territoire. Tu parlais de ces pâtures, de ces fauches, de l'entretien en fait, du paysage que tu réalises. Est-ce que tu as une rémunération pour ces choses-là ? Est-ce que c'est quelque chose qui est reconnu dans ton travail ? Parce que concrètement, on va donner une image très simple. Si tu arrêtes de le faire,
Tu me dis si je me trompe. En gros, la forêt Qu'est-ce qui reprend se le pas passe sur les prés. Exactement. Nous, donc on est en zone de moyenne montagne. En gros, il y a Donc peut-être 100 ans, ils cultivaient un peu du blé, enfin Donc ou c'est 50. massif de Chartreuse, massif de Beldon. Voilà, c'est ça, de Beldon. Mais aujourd'hui, plus personne va aller s'amuser à aller faire du blé là-haut, quoi. Enfin, c'est des toutes petites parcelles en pente, etc. Il y a plus, on a plus que ça à faire que d'aller faire des cultures dans ces zones-là. Donc, en gros, s'il y a plus de vaches, c'est un village d'Indiens perdu au milieu de la forêt, quoi. Et donc, on fait, si on prend le total de notre chiffre d'affaires, c'est à peu près 2/3 du chiffre d'affaires qui est lié aux ventes d'animaux, de la vente directe de viande, et 1/3 de subventions. Et je me considère presque à 1/3 fonctionnaire, quoi. 2/3 entrepreneur, 1/3 fonctionnaire, parce que au même titre que le gars qui entretient la voirie, qu'un prof, qu'un médecin. Enfin, non, les médecins, ils sont pas fonctionnaires, mais Ça dépend. Non. Il y en a. Mais voilà, on fait du boulot pour le collectif, quoi, pour l'entretien de ces territoires, ces paysages. Et nous, sur le massif de Beldon, on a une grosse problématique d'enfrichement. Et en gros, on se bat contre la ronce en permanence pour essayer de garder de l'herbe et que la forêt, elle n'a qu'une envie, c'est d'avancer inexorablement sur les prairies, quoi. Donc, si on maintient pas la pression de pâturage, qu'on fait pas des broyages, des fauches, du débroussaillage, et le paysage se ferme, quoi. Et donc ça fait clairement partie de ton métier tous les jours. Oui, ouais, clairement, ouais. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est des choses qui sont intégrées quand tu parles de cette gestion du paysage, mais en plus sur des questions proprement environnementales, de biodiversité, de stockage du carbone, etc., tes prairies jouent un rôle. Ça, c'est des données scientifiques, c'est des études, etc. C'est vraiment un élément du paysage qui est clé dans la régulation de ces cycles, etc. Donc tu gères la biodiversité, quoi. Oui. Et après, voilà, moi, je me pose beaucoup de questions sur les gaz à effet de serre, sur l'avenir de la production bovine, notamment lié aux gaz à effet de serre, si un jour on vient être taxé là-dessus, et sur le rôle de la prairie là-dedans. Et c'est encore pas très clair, même beaucoup d'études sont très contradictoires là-dessus, sur l'élevage à l'herbe. Est-ce que c'est vertueux? Est-ce que ça l'est pas? Qu'est-ce qu'on compte? Ce qui compte, c'est le CO2 qu'on a puisé fossile pour le ressortir? Ou est-ce qu'on est sur des cycles courts du méthane et du carbone entre la prairie et l'air? Voilà. Et tu arrives à t'intéresser à tout ça? Ouais, je trouve que c'est des questions passionnantes, mais qui vont poser des questions sur les prochaines années, quoi. Ouais. Édouard, maître du temps. Maître du temps. Bah, ça va, tout se passe bien. Tout se passe bien. Tous les deux, on avait une rubrique à vous proposer, comme on le fait à chaque fois, qu'on appelle la carte blanche. En gros, c'est un petit moment où vous prenez les quelques minutes, comme ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4. On vous arrêtera si c'est un peu plus. Vous allez présenter, pour tous ceux qui nous écoutent, n'importe quoi, un film, un documentaire, un article, une interview, tout ce que vous voulez, qui a retenu votre attention ce dernier mois ou durant ces 2 derniers mois, et que vous trouvez intéressant de partager, soit parce que le contenu est intéressant, la forme originale, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voudriez partager avec ceux qui nous écoutent? Émilie, tu vas commencer. Je commence. J'aurais 2 partages. Ils nous le font tous. Ouais, je suis désolée. On a même eu 3 partages une fois. Ouais, mais... Non, c'est bien 2, vas-y 2. Non, mais Je prends des libertés. Premier partage, c'est des étudiants en école d'ingénieur en agronomie qui ont monté une association qui s'appelle Les Déterminés. Donc chaque année, ils réalisent des films d'une petite heure qui permet de mettre en lumière des aspects du monde agricole et de l'élevage notamment. Et du coup, il y a 2 films, alors un qui est en accès libre, qui est Terre à Terre, et puis un qui va bientôt être en accès libre, qui s'appelle Par-delà les clôtures, et donc qui traite en fait avec le regard d'étudiants en agronomie, des challenges, des défis du métier d'éleveur, et donc des éleveurs aussi en transition, qui fait partie de mon métier. Donc je vous invite à aller regarder sur YouTube donc l'association Les Déterminés. Et puis quelque chose d'un peu un peu plus un peu plus costaud. Donc pareil, sur YouTube, il y a pas mal de vidéos, de podcasts sur
un chercheur en philosophie et puis qui travaille vraiment sur tout ce qui est les rapports entre l'homme et les animaux. Voilà, il s'appelle Dominique Lestel. Il se pose quand même pas mal de questions sur la place de l'homme et la société, et je trouve que c'est un débat et des questionnements et des manières d'aborder et de penser le rapport de l'homme avec les animaux, et notamment les animaux d'élevage, qui amène un éclairage qui fait du bien, parce qu'il sort en fait un peu de ces débats de l'homme qui domine, l'homme qui n'est pas dans la nature, ou l'homme qui doit être dans la nature, ou l'homme qui exploite les animaux, et donc l'homme qui ne serait pas un animal. Enfin, voilà. Et donc je trouve que son éclairage est... Alors peut-être pas aussi accessible qu'un documentaire YouTube dans les fermes, mais voilà, qui permet en fait de se donner les moyens de penser un petit peu autrement notre manière de nous positionner dans le monde, et qui ouvre des perspectives pour l'avenir de l'élevage qui me semble prometteuse, même s'il les spécifie pas directement. Enfin voilà, donc je m'arrête là pour les petites références. Bah, merci beaucoup. Je crois que clairement, on va aller regarder, et ça a l'air... en tout cas, c'est extrêmement chouette de voir que même dans un métier, vous parlez beaucoup de pratiques, de terrain, de comment on va faire la vidange du tracteur, de voir que tout ça n'est pas incompatible avec le fait de prendre le temps, d'aller chercher des armes pour penser un peu toutes ces choses-là. Robin, c'est quoi ta carte blanche ? J'ai envie de parler de là où je passe beaucoup de temps en ce moment. Alors j'ai pas la télé, mais j'ai un téléphone portable, et je passe pas mal de temps sur les groupes Facebook. Donc il y a plein de groupes entre éleveurs, entre agriculteurs ou gens de la profession sur des thèmes de l'élevage. Donc je peux en citer par exemple sur les prairies, sur le pâturage, sur l'élevage bovin-viande, sur l'élevage bovin-lait, sur les médecines alternatives en élevage, sur le port plein air, sur le dressage des chiens de troupeau. Il y a un groupe pour toutes ces choses-là. À chaque fois, il y a un groupe avec des milliers de gens qui répondent à une question en disant « Tiens, regarde la patte de ma vache, elle boite à gauche, et oui, tiens, tu pourrais faire ce point d'acupuncture pour essayer de voir si ça va mieux. » Et voilà, c'est une source d'échange et d'informations qui est énorme entre pairs, quoi. Et on apprend vraiment beaucoup de choses. Alors, il y a à boire et à manger, hein, faut un peu trier. C'est la joie des réseaux sociaux, mais voilà, c'est je trouve une source d'inspiration et d'apprentissage de terrain qui est vraiment qui n'existait pas il y a à peine 4-5 ans, quoi. Ouais. Donc ça veut dire que la connexion Internet est un outil indispensable. Ouais. Bah, merci beaucoup. Non, on mettra les sources en description de l'épisode si jamais vous êtes intéressé. Et d'ailleurs, par rapport à ce groupe Facebook, si des gens ont envie de poser des questions, ils peuvent y aller. C'est des discussions libres ou c'est vraiment réservé quand même Alors, c'est libre, mais en général, les gens qui posent des questions un peu trop naïves sur la thématique se font vite un peu rembarrer. Donc, ça demande d'avoir lu un peu des choses avant. C'est un petit peu pour les initiés quand même. Ouais. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Méfiez-vous des réseaux sociaux. Eh bien, merci encore. Et tous les deux, pour conclure, on finira là-dessus, une dernière question. Et vous n'avez pas le droit de répondre pendant 10 minutes. Simplement, s'il y avait un changement avec des moyens illimités, vous faites ce que vous voulez, un changement sur ta ferme, demain, Robin, tu ferais quoi ? Tu as tout l'argent à ta disposition, toutes les ressources à ta disposition, qu'est-ce que tu changerais ? L'élevage dans ta ferme, dans ton élevage. De rêve ? Ah ouais, moi, mon projet, si j'étais millionnaire, c'est de faire le salon de l'agriculture, mais dans une ferme, quoi. De faire un conservatoire de toutes les races de France, mais dans une ferme productive, quoi, avec un troupeau de vaches à viande, un troupeau de laitières, mais avec toutes les races, et un atelier de découpe de viande, un atelier de transformation de lait, et donc de faire un espèce de grand musée, une grande ferme musée de la diversité des races bovins, ovins, cochons, poules, vergers, légumes anciens ou autres, de la diversité de ce que compte la France en termes agricoles. Ouais. Super. Et ben si on trouve quelques millions, on te les fera passer. Voilà, si avis aux mécènes. Émilie, avec des ressources illimitées dans ton métier demain ou sur les fermes que tu vas voir, ou peu importe, là, dans les jours, les semaines qui viennent, les mois qui viennent, qu'est-ce que tu changerais ? Je pense que j'achèterais
pareil, une exploitation, alors pas pour la conservation des races, mais pour pouvoir accueillir du monde et travailler à mettre en pratique les changements qu'on voit, avoir un lieu d'échange où les gens pourraient venir prendre le temps des fois juste de sortir de chez eux, d'aller voir ce qui se passe ailleurs, où nous, on serait un peu moins, enfin je dis nous, en tout cas moi, je serais moins sur la route et plus dans le faire et dans l'échange. Et voilà, vraiment un lieu d'accueil et d'échange autour de ces questions de nouvelles formes d'élevage. Eh ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup à tous les deux. Ouais, merci. Merci à Edouard. vous. Merci de nous avoir reçus aussi. Merci à vous. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, on espère qu'il vous aura plu. Merci également à Lizara de rendre ce podcast possible. Vous pouvez nous soutenir en partageant cet épisode, en parlant autour de vous, et également nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer sur l'actualité de la charrue avant les bœufs, Instagram, Twitter, blabla, les liens sont dans la description. En attendant le prochain épisode, portez-vous bien, salut.